Je m'appelle Lucas et j'ai 35 ans. Exactement un an après avoir passé 3 années atroces à sauver notre entreprise familiale de la faillite totale, mon propre père m'a regardé droit dans les yeux lors d'un dîner officiel. A cédé l'intégralité de l'entreprise de 300 millions de dollars à ma sœur privilégiée et m'a jeté un billet de 50 dollars froissés pour mes efforts. Pendant que je vivais pratiquement dans mon bureau, épuisant mes propres économies et sautant des repas juste pour maintenir son rêve en vie, mes parents m'ont dit que je n'avais tout simplement pas l'étoffe d'un leader. Ils ont ri de mon choc, balayant complètement mes sacrifices devant ma sœur, traitant le travail de ma vie comme une petite corvée ménagère. Mais il y avait une chose qu'ils ne savaient pas. Le logiciel révolutionnaire qui a sorti Caldwell Enterprises de la tombe. Le système qu'ils pensaient posséder. Je n'ai jamais téléchargé le code maître sur leur serveur. Et en ce moment même, alors que vous écoutez ceci, ils font face à une ruine financière totale, m'implorant d'avoir pitié. Avant que je vous dise exactement comment j'ai démantelé légalement et systématiquement l'entreprise que j'ai bâtie, appuyez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires. Maintenant, revenons à la nuit où tout a volé en éclats. La famille est censée être votre refuge. C'est ça le rêve américain, n'est-ce pas? On grandit, on va à l'école, on travaille dur et on construit un héritage avec les gens qui partagent votre sang et votre nom. On partage d'énormes dîners de Thanksgiving avec la famille élargie. On cotise ensemble pour le fonds d'études universitaires afin de s'assurer que la prochaine génération parte du bon pied. On célèbre la grande promotion de carrière et on se soutient mutuellement lorsque le marché immobilier s'effondre ou que le salaire de l'entreprise est réduit de moitié. C'était l'illusion à laquelle j'ai cru. J'ai tout gobé, corps et âme. Mon père, Richard Caldwell, a bâti Caldwell Enterprises à partir de rien. C'était un homme dur, intransigeant, le genre de type qui pensait qu'une poignée de main ferme était un contrat exécutoire et que manifester la moindre vulnérabilité émotionnelle était un signe fatal de faiblesse. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à essayer d'être exactement comme lui. Je voulais son respect plus que l'air dans mes poumons. Mais dans notre famille, il y avait une division très claire et tacite. Il y avait moi, le bourreau de travail, le fiable, le fils qu'on attendait pour réparer les choses. Et puis il y avait Emily. Emily a 2 ans de moins que moi, et elle n'a jamais eu à lever le petit doigt de toute sa vie de privilégiée. La disparité dans la façon dont nous étions traités était stupéfiante. Pourtant, mes parents trouvaient toujours un moyen de le justifier. Quand j'avais 16 ans, je rangeais de lourdes conserves pendant le quart de nuit dans une épicerie locale juste pour payer une berline d'occasion déglinguée qui fonctionnait à peine. Je payais mon propre essence, ma propre assurance et mes propres réparations. Quand Emily a eu 16 ans, il y avait un cabriolet de luxe flambant neuf et tout équipé dans notre large allée de banlieue avec un énorme nœud rouge sur le capot. Quand est venu le temps des études supérieures, mes parents ont réussi à vider complètement le fonds d'études familiales pour payer les frais de scolarité ridiculement chers de son université privée hors de l'État. Ils ont payé ses cotisations de sororité, ses voyages en sac à dos en Europe et son appartement de luxe hors campus. Pendant ce temps, j'ai dû contracter des prêts étudiants massifs et paralysants et travailler des quarts de nuit brutaux dans un dîner ouvert 24h24 juste pour rassembler assez d'argent pour obtenir mon diplôme en informatique dans une université d'État locale. Je ne me suis jamais plaint. Je n'ai jamais fait de crise de colère. Je me suis dit que le travail acharné forgeait le caractère. Je me suis dit qu'un jour mon père verrait ma ténacité, ma résilience et ma loyauté indéniables, et qu'il me respecterait enfin pour ça. J'ai rejoint Caldwell Enterprises juste après l'université, impatient de prouver ma valeur. À cette époque, l'entreprise était un acteur de niveau intermédiaire dans l'industrie nationale de la logistique et du fret. Nous déplacions des cargaisons lourdes. Nous gérions des chaînes d'approvisionnement complexes pour des détaillants régionaux. C'était une entreprise solide et fiable, mais elle vieillissait rapidement. Mon père était un homme coincé dans le passé. Il refusait absolument de moderniser ses opérations. Il détestait les nouvelles technologies avec une passion ardente. Il pensait que le cloud computing était une mode ridicule. Et il croyait que d'énormes classeurs et d'interminables pistes de papier étaient la seule façon sûre de faire des affaires. Au moment où j'ai eu 30 ans, toute l'industrie de la logistique avait évolué sans nous, et Caldwell Enterprises perdait de l'argent à un rythme catastrophique. Nous perdions des contrats majeurs à long terme les uns après les autres au profit de concurrents plus jeunes et plus avertis en technologie. Les marges bénéficiaires se réduisaient à presque rien.
nous étions confrontés à la menace très réelle d'un énorme procès de l'un de nos plus gros clients pour des livraisons gravement retardées causées par nos méthodes de répartition archaïques. Le moral des employés était complètement au plus bas. Les chefs de département emballaient discrètement leurs affaires et démissionnaient avant que le navire ne coule. La menace de la faillite, Chapter 11, était un nuage sombre et suffocant qui planait chaque jour sur le siège social. Je suis entré dans l'immense bureau lambrissé de chaînes de mon père et je lui ai dit la brutale vérité. Je lui ai dit que nous avions besoin d'une refonte numérique complète de fond en comble. J'ai expliqué que je pouvais créer un logiciel de logistique propriétaire personnalisé qui automatiserait notre répartition, optimiserait nos itinéraires en temps réel en utilisant les données de trafic et météorologiques en direct, et réduirait nos frais de fonctionnement de 40%. Un chiffre stupéfiant. J'ai présenté les calculs. Je lui ai montré les projections. Il m'a ri au nez. Il s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir coûteux, m'a regardé comme si j'étais un enfant naïf, et m'a dit de m'en tenir à la réparation des imprimantes coincées au 2e étage. Il m'a dit de laisser les adultes s'occuper des vraies décisions commerciales. Je ne l'ai pas écouté. Je savais que si l'entreprise coulait, mon père perdrait absolument tout. Ses comptes de retraite, son héritage, toute son identité était liée à ce bâtiment. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. C'était mon père. Et malgré tout, je ressentais un devoir profond et ancré de protéger le nom de ma famille. Alors, j'ai commencé à travailler sur le logiciel en secret total. Je travaillais ma semaine régulière de 50 heures à gérer l'infrastructure informatique et la maintenance des systèmes pour un salaire insultant, bien en dessous de la norme de l'industrie. Ensuite, je rentrais dans mon appartement exigu et mal isolé et j'écrivais du code complexe jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Je buvais du café bon marché et éventais jusqu'à ce que mes mains tremblent. J'ai plafonné chacune de mes cartes de crédit personnel, payant pour des serveurs cloud indépendants pour exécuter mes simulations logistiques. J'ai même pris la mesure drastique de retirer mon maigre 401K, payant les lourdes pénalités de retrait anticipé juste pour acheter le matériel haut de gamme dont j'avais besoin pour tester les algorithmes prédictifs. Je n'avais pas de vie sociale. Je ne sortais pas le week-end. Je ne sortais pas avec des filles. Je dormais à peine. J'ai mis chaque once de mon âme, de mon énergie et de mon avenir financier dans ce code. C'est devenu une obsession. Ça m'a pris 2 longues et brutales années. 2 années d'un enfer de labeur absolu. 2 années à regarder mon compte en banque se vider jusqu'à zéro pendant que mes pères achetaient des maisons et fondaient des familles. Mais quand j'ai finalement apporté le produit fini et entièrement fonctionnel à mon père, il n'a eu absolument d'autre choix que de le regarder. L'entreprise était sous assistance respiratoire. La banque menaçait activement de saisir le bâtiment du siège. Il était littéralement à quelques jours d'appeler un avocat et de déposer le bilan pour liquidation totale. Je suis entré dans son bureau, j'ai posé mon lourd ordinateur portable sur son bureau, j'ai contourné sa secrétaire et j'ai lancé la simulation en utilisant nos données clients réelles du trimestre précédent. Je lui ai montré là, sur l'écran, comment mon système automatisé inverserait immédiatement les pertes financières, réduirait les délais de livraison de moitié et sauverait notre relation avec notre plus gros client restant. Il a fixé l'écran pendant une longue minute silencieuse, le visage blême. Il a autorisé la mise en œuvre immédiate du logiciel ce même après-midi. En 3 mois, le logiciel a complètement stabilisé la chute libre de l'entreprise. En 6 mois, nous ne survivions pas seulement, nous étions de nouveau activement rentables. En 1 an, Caldwell Enterprises était le sujet de conversation de toute l'industrie de la logistique. Mon système a révolutionné le fonctionnement des chaînes d'approvisionnement à un niveau fondamental, transformant des processus de routage incroyablement complexes qui prenaient des semaines à planifier pour des équipes de répartiteurs en tâches automatisées qui ne prenaient que quelques minutes. Nous avons étendu nos opérations à l'échelle mondiale. Nous avons obtenu d'énormes contrats d'exclusivité pluriannuels avec des clients internationaux de premier plan qui étaient désespérés d'obtenir notre nouvelle efficacité. Nous sommes passés du bord de l'effondrement total et humiliant à une valorisation d'entreprise stupéfiante de 300 millions de dollars. On m'a officiellement donné le titre de directeur de la technologie, CTO. Mais en réalité, j'étais le sauveur absolu de l'entreprise. J'ai enfin senti que j'avais réussi. J'avais gagné ma place à la table. J'avais sécurisé mon avenir et protégé l'héritage de ma famille. Pas par un droit aveugle, mais par du sang, de la sueur et des millions de lignes de code. Mon père me regardait enfin avec ce que je croyais sincèrement être de la fierté.
Je pensais que les luttes de ma jeunesse étaient complètement terminées. Je pensais que nous étions enfin une équipe unie, prête à conquérir le monde. Je n'avais jamais été aussi loin de la vérité de toute ma vie. Pour vraiment comprendre la profondeur dévastatrice de la trahison qui approchait rapidement, vous devez comprendre profondément à quel point j'ai volontairement ignoré de mépris flagrant en cours de route. Quand vous désirez désespérément la validation d'un parent froid et distant, vous portez de lourdes œillères. Vous excusez leur terrible comportement toxique. Vous vous persuadez qu'ils sont juste durs ou démodés ou lourdement stressés par les fardeaux du leadership. Vous vous mentez à vous-même parce que l'alternative, admettre que votre propre parent ne vous respecte tout simplement pas, est trop douloureuse à supporter. Pendant toute cette année miraculeuse de croissance d'entreprise sans précédent, ma sœur Émilie était introuvable. Elle avait passé la totalité de sa vingtaine à rebondir agressivement entre les grandes villes européennes, se lançant dans une carrière de façade en tant que blogueuse de voyages de luxe et créant plusieurs boutiques ridicules et à moitié conçues que mon père finançait discrètement avec l'argent de l'entreprise. Quand elle a décidé de vouloir créer des sacs à main personnalisés, mon père a fait un chèque. Quand cela a échoué 6 mois plus tard et qu'elle a voulu ouvrir une boutique de bougies artisanales, il a fait un autre chèque. Il a ensuite liquidé ses entreprises lorsqu'elles ont inévitablement échoué, dissimulant les pertes profondément dans les registres de l'entreprise. Émilie n'avait absolument aucune expérience en entreprise. Elle ne pouvait pas lire un bilan de base, encore moins comprendre les complexités d'une chaîne d'approvisionnement mondiale. Elle n'avait jamais travaillé 40 heures par semaine de sa vie. Le plus proche qu'elle ait jamais été de comprendre l'industrie de la logistique était de suivre le statut de livraison de ses coûteux colis d'achat en ligne. Mais au moment même où Caldwell Enterprises a commencé à faire les gros titres des grands magazines financiers, au moment où les profits massifs ont commencé à affluer dans les comptes de l'entreprise comme une rivière en crue, Émilie a soudainement décidé qu'il était temps de rentrer à la maison. Elle a commencé à se présenter à la suite des bureaux de la direction, portant des tailleurs de créateurs sur mesure qui coûtaient plus que mon loyer mensuel, se pavanant dans les couloirs avec un porte-bloc en cuir comme si elle possédait personnellement tout le bâtiment. Elle a commencé à perturber activement les réunions de stratégie de haut niveau pour offrir des opinions complètement inutiles basées uniquement sur son esthétique personnelle. Elle s'est plainte bruyamment de la palette de couleurs des murs de la salle de pause des employés. Pendant que mon équipe d'ingénieurs épuisés tentait désespérément de corriger une vulnérabilité critique du pare-feu pour protéger les données sensibles de nos clients, j'ai ignoré son comportement. Je me suis dit d'ignorer le bruit. Je pensais que mon père lui donnait juste un terrain de jeu sans importance pour la tenir occupée et hors des ennuis. J'étais bien trop concentré sur la mise à l'échelle de l'architecture logicielle pour me soucier de ses manigances de bureau. Je gérais un département massif en croissance rapide, traitant directement avec des clients internationaux sur 3 fuseaux horaires différents, et peaufinant obsessionnellement les analyses prédictives pour extraire encore 2% d'efficacité opérationnelle. Mon salaire avait à peine augmenté. Je gagnais encore beaucoup moins que la moyenne de l'industrie pour un CTO d'une société de plusieurs millions de dollars. Mais je ne me souciais bêtement pas de l'argent immédiat. Je pensais que je construisais une participation massive. Je pensais que je sécurisais mon héritage permanent. Puis vint la fin de l'exercice fiscal. Nos bénéfices trimestriels finaux avaient littéralement grimpé en flèche, dépassant même mes projections les plus optimistes. Nous avions un énorme coussin financier, absolument aucune dette d'exploitation et une part de marché en pleine croissance qui terrifiait nos concurrents. Mon père a envoyé un email invitant la famille proche à un dîner de célébration spéciale dans le steakhouse le plus exclusif et ridiculement cher du centre-ville. C'était le genre d'établissement d'élite où des hommes puissants en costumes italiens sur mesure concluaient d'énormes transactions immobilières et des fusions d'entreprises autour de bouteilles de vin importées à $1000. Le genre d'endroit où les serveurs portaient des smokings et connaissaient votre valeur nette avant même que vous ne vous asseyiez. Je suis même sorti m'acheter un nouveau costume pour l'occasion. Je me suis tenu devant le miroir de ma salle de bain, nouant ma cravate, ressentant un profond et sincère sentiment d'accomplissement. J'ai bêtement supposé que ce grand dîner était spécifiquement pour m'honorer. J'ai supposé que c'était le moment exact où mon père annoncerait officiellement ma promotion au poste de coprésident directeur général ou, au minimum, présenterait les documents légaux m'offrant la part massive de l'entreprise dont nous avions vaguement discuté des mois auparavant lorsque j'avais présenté le logiciel pour la première fois. Je suis arrivé au restaurant et j'ai été immédiatement escorté par le maître d'hôtel vers une somptueuse salle à manger privée à l'arrière. Les murs lambrissés d'acajou sombre, les lourds rideaux de velours plongeant la pièce dans une stricte intimité, l'élégant lustre de cristal brillant projetant une lumière chaude et incroyablement chère sur la nappe blanche immaculée. Ma mère était déjà assise,
affichant un sourire crispé et sirotant nerveusement son eau pétillante. Mon père était assis au centre, en bout de la longue table, portant un costume bleu marine foncé et ayant l'air incroyablement satisfait de lui-même, rayonnant une autorité absolue. Émilie était assise juste en face de moi, portant une superbe robe de créateur, rayonnant une énergie étrange, suffisante et pleine d'anticipation qui m'a immédiatement mis sur mes gardes. Nous avons commandé. Les énormes steaks maturés à sec sont arrivés. Le sommelier a versé un vin rouge millésimé qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Mon père a attendu que les serveurs aient quitté la pièce et fermé les lourdes portes en bois. Puis il s'est levé lentement, a pris son verre de vin en cristal et a tapé son couteau en argent contre celui-ci pour commander le silence. Je me suis redressé, ajustant ma cravate, un sourire fier et expectant se formant sur mon visage. Cela a été une année vraiment historique pour Caldwell Enterprises, commença mon père, sa voix profonde résonnant avec une autorité absolue. Il y a un an, nous avons regardé la sombre réalité de la faillite droit dans les yeux. Mais nous nous sommes battus. Nous nous sommes adaptés et nous en sommes sortis plus forts, plus riches et plus dominants que jamais dans l'histoire de l'entreprise. L'avenir est incroyablement radieux. Et parce que l'avenir est si radieux, il est temps pour moi de commencer à réfléchir sérieusement à l'héritage permanent de cette famille. J'ai hoché lentement la tête, mon cœur battant un rythme frénétique contre mes côtes. C'était ça. C'était le moment où tout ce pourquoi j'avais sacrifié serait enfin validé. Je ne rajeunis pas et les stress de cette industrie exigent une énergie nouvelle, a-t-il poursuivi en regardant autour de la table. Je me retire officiellement des opérations quotidiennes. Je resterai président du conseil d'administration, mais l'entreprise a besoin d'un leader frais, vibrant et dynamique pour nous faire entrer dans la prochaine décennie. Nous avons besoin de quelqu'un avec une présence publique imposante. Quelqu'un qui comprend intrinsèquement l'esthétique moderne d'une marque de style de vie mondiale et qui sait comment amadouer le plus haut niveau d'investisseurs. J'ai légèrement froncé les sourcils. Un œuf froid se formait dans mon estomac. Marque de style de vie à l'esthétique moderne. Qu'est-ce que cela avait à voir avec le routage des camions de fret et la gestion des logiciels de logistique d'entrepôt? Mon père a détourné son regard de moi et a souri chaleureusement, presque avec amour, à ma sœur. C'est exactement pourquoi je nomme officiellement et légalement Émilie comme nouvelle présidente directrice générale, PDG, de Caldwell Enterprises. Elle prendra le contrôle opérationnel total et incontesté à compter de demain matin. La salle privée est devenue complètement, terrifiante silencieuse. Le doux cliquetis de l'argenterie contre la porcelaine coûteuse s'est brusquement arrêté. J'ai littéralement arrêté de respirer. L'air dans mes poumons s'est transformé en plomb. J'ai regardé fixement mon père. Attendant la chute. J'ai attendu qu'il éclate d'un rire tonitruant, frappe la table et dise qu'il faisait juste une terrible blague. Mais son visage était d'un sérieux mortel. Ses yeux étaient complètement clairs. Émilie a lentement pris son verre de vin, buvant une gorgée délicate, terriblement lente, ses yeux se fixant directement sur les miens avec un sourire narquois, écœurant et totalement triomphant. « Attends, ai-je dit. » Ma voix s'est légèrement brisée, rompant le lourd silence. « Quoi ?» Mon père m'a regardé, son expression passant instantanément de la célébration joyeuse à une légère contrariété condescendante. « Tu m'as parfaitement bien entendu, Lucas. Émilie reprend l'entreprise. » Émilie, ai-je répété, le nom ayant un goût de cendre toxique dans ma bouche. Papa, elle ne connaît absolument rien à cette entreprise. Elle ne sait pas comment fonctionne le logiciel propriétaire. Elle ne sait même pas comment se connecter au tableau de bord administratif. Elle n'a jamais géré un seul employé d'entreprise de sa vie. J'ai construit le système qui nous a sauvés. Je nous ai sortis de la tombe alors que tu étais prêt à abandonner. Mon père a soupiré lourdement, a pris son couteau à steak et a coupé sa viande comme si nous discutions nonchalamment de la météo. Lucas, soyons réalistes, a-t-il dit, me parlant comme s'il expliquait l'arithmétique de base à un enfant lent. Tu es doué pour les choses techniques. Tu es un véritable magicien derrière un clavier dans une pièce sombre. Mais le leadership, le vrai leadership exécutif, ce n'est tout simplement pas ta force. Tu n'as pas le charisme. Tu n'as pas le vernis. Nous avons besoin de quelqu'un qui impose un respect absolu dès qu'il entre dans une salle de conseil. Nous avons besoin d'un visage brillant pour la franchise. Ta sœur est le meilleur choix absolu pour la marque. Le charisme, ai-je demandé, ma voix montant en volume.
Mes mains tremblaient si violemment que j'ai dû agripper le bord lourd de la table en acajou juste pour les maintenir immobiles. Je me suis assis seul dans les salles de conseil avec les banquiers d'affaires vicieux quand ils étaient prêts à saisir tous nos actifs physiques. J'ai commandé leur respect quand j'ai prouvé que mes algorithmes augmenteraient leur retour sur investissement de 20%. J'ai passé 3 années entières à détruire absolument ma santé physique et mentale pour construire cet empire. J'ai développé le logiciel qui a sauvé cette entreprise. Sans lui, vous n'auriez même pas d'entreprise à transmettre. Ma mère s'est agitée inconfortablement sur son siège rembourré, ses yeux passant nerveusement de moi à mon père. Lucas, s'il te plaît, ne lève pas la voix sur ton père dans un lieu public. C'est censé être une occasion heureuse pour la famille. Une occasion heureuse, ai-je lancé, regardant ma mère avec une incrédulité totale. Maman, c'est du vol flagrant. C'est une prise de contrôle hostile par mon propre sang. Émilie a laissé échapper un petit rire doux et incroyablement condescendant. Oh, Lucas, s'il te plaît, ne sois pas si incroyablement dramatique. Tu auras toujours ton petit département informatique pour jouer. Je m'assurerai que ton budget annuel soit approuvé pour que tu puisses acheter toutes les petites pièces d'ordinateur que tu veux. Nous avons juste besoin d'un vrai leadership visionnaire au sommet pour guider le navire. J'ai senti mon sang se transformer en glace. J'ai regardé mon père, l'homme que j'avais idolâtré toute ma vie, l'homme pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse pour le sauver de la ruine totale. Tu lui donnes littéralement mon entreprise. Mon père a mâché son steak coûteux, a avalé lentement et s'est essuyé la bouche méticuleusement avec une serviette en lin blanc. Il m'a regardé avec des yeux froids, morts, de requin. C'est mon entreprise, Lucas. Caldwell Enterprises, pas Lucas Enterprises. Tu as fait ton travail spécifique. Tu étais un employé. Tu as été rémunéré avec ton salaire régulier. Mon salaire ? J'ai laissé échapper un rire amer et creux qui a résonné contre les murs lambrissés. Mon salaire est 30% en dessous de la norme de l'industrie. J'ai volontairement accepté une réduction de salaire massive pendant 3 ans juste pour garder les lumières allumées dans ton bâtiment. J'ai financé l'espace serveur initial avec mes propres cartes de crédit personnelles. Mon père a gloussé. C'était un son cruel, totalement méprisant qui s'est gravé dans mon cerveau et que je n'oublierai jamais pour le reste de ma vie. Il a mis la main dans la poche intérieure de sa veste de costume sur mesure, a sorti son portefeuille en cuir épais et coûteux, et a nonchalamment extrait un unique billet de $50 froissé. Il l'a jeté négligemment sur la table. Il a flotté dans l'air une seconde avant d'atterrir juste à côté de mon verre de vin en cristal intact. Pour tes efforts, a-t-il dit, d'un ton parfaitement neutre, complètement dépourvu de toute empathie humaine. Le temps s'est complètement arrêté. Le bruit ambiant du restaurant à l'extérieur de notre salle privée s'est estompé dans le néant absolu. Je suis resté figé, regardant fixement le papier vert froissé posé innocemment sur la nappe blanche immaculée. $50. $50 pour les années d'isolement brutal. $50 pour les crises de panique terrifiantes lorsque le code ne compilait pas. $50 pour le compte de retraite entièrement vidé. $50 pour le dévouement absolu à son héritage. $50 pour avoir transformé à lui seul une relique mourante et endettée en une puissance mondiale de 300 millions de dollars. À ce moment exact, terriblement lent, une clarté profonde et absolument terrifiante a envahi tout mon être. C'était comme sortir d'un brouillard dense et suffocant. Toute ma vie, j'ai vraiment pensé que l'approbation de mon père était un prix tangible qui pouvait être gagné par le pur mérite et des résultats indéniables. Je pensais que si je travaillais assez dur, si j'étais assez intelligent, si je sacrifiais assez de mon propre sang et de ma sueur, il me verrait enfin comme un égal, comme un homme digne de son respect. Mais en regardant ce billet de $50 froissé à côté de mon verre de vin, j'ai réalisé la vérité horrifiante et sans phare. Il ne s'agissait jamais de mérite. Il ne s'agissait jamais de travail acharné, d'intelligence ou de loyauté indéfectible. Il s'agissait entièrement de contrôle. Mon père ne me respectait pas parce qu'il savait instinctivement que j'étais désespéré de son amour. Il considérait mon besoin désespéré de son approbation comme une faiblesse fatale, une vulnérabilité à exploiter sans pitié pour son propre gain financier. Émilie, d'un autre côté, qui exigeait absolument tout du monde et n'offrait absolument rien en retour, était récompensée précisément parce qu'elle reflétait son propre droit narcissique. Il se voyait dans son arrogance. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la lourde table en bois, en voyant les steaks coûteux et les verres en cristal s'écraser sur le sol.
Je ne me suis pas effondré en larmes. La colère qui grandissait dans ma poitrine brûlait si intensément qu'elle a complètement dépassé la rage et s'est cristallisée en une glace pure et calculée. C'était comme un enterrement. Un enterrement pour le fils que j'étais et un enterrement pour le père que je pensais avoir. Il traitait la propriété de l'entreprise comme une bataille pour la garde dans un divorce vicieux. Et il venait d'accorder la garde exclusive à l'épouse qui n'avait même jamais rencontré l'enfant. Je vois, ai-je dit. Ma voix était incroyablement calme. Elle semblait complètement détachée, comme si elle appartenait à un étranger de l'autre côté de la pièce. J'ai lentement tendu la main et ramassé le billet de $50. J'ai méticuleusement lissé les plis durs avec mes pouces, aplatissant parfaitement le papier. Je l'ai plié précisément en deux, bord à bord, puis de nouveau en deux. Je l'ai placé doucement, presque avec révérence, sur ma serviette en tissu plié. Puis je me suis levé de ma chaise. J'ai calmement boutonné le bouton central de ma veste de costume. « Lucas, assieds-toi et ne sois pas trop dramatique », a ricané mon père, agitant sa main d'un air dédaigneux, clairement agacé que je gâche l'ambiance de fête. Nous avons un toast au champagne très cher qui arrive dans quelques minutes. Je ne suis pas dramatique, ai-je dit, le regardant de haut où je me tenais. Mon rythme cardiaque avait en fait ralenti. Ma vision était d'une netteté parfaite. Je m'excuse juste poliment de la table. Clairement, mon rôle dans cette famille n'est rien de plus qu'un personnage de fond pratique, un outil à utiliser et à jeter. Je vais donc me retirer de la scène avant de dépasser les bornes de l'hospitalité. Émilie a levé les yeux au ciel de façon dramatique, laissant échapper un soupir exaspéré. Mon Dieu, tu es toujours un tel martyr, Lucas. Tu ne supportes littéralement pas quand les projecteurs ne sont pas directement sur toi. Je ne l'ai même pas regardé. Je n'ai pas regardé ma mère, qui fixait maintenant son assiette à moitié mangée, refusant d'intervenir ou de défendre son propre fils. J'ai simplement tourné les talons et suis sorti de la salle à manger privée. Mes chaussures en cuir claquaient sèchement contre le sol en marbre poli du hall du restaurant. Je suis passé devant le comptoir d'accueil, suis sorti par les lourdes portes en verre dans l'air frais et vif de la nuit, suis monté dans ma voiture et suis rentré chez moi dans un silence total et suffocant. Je n'ai pas allumé la radio. Je n'ai pas baissé les fenêtres. J'ai juste conduit dans les rues de la ville, serrant le volant si fort que mes jointures sont devenues complètement blanches, mon esprit parcourant 1 million de scénarios terrifiants différents. Je pensais en fait que ce dîner était le pire. J'ai naïvement pensé que le billet de $50 jeté sur la table était l'ultime gifle finale. Je pensais que l'humiliation avait atteint son paroxysme absolu. J'étais si incroyablement, bêtement dans l'erreur. Le lendemain matin, je n'ai pas fait la grasse matinée. Je me suis réveillé à 5 heures du matin, je me suis douché, j'ai mis un costume impeccable et je suis arrivé au siège social à 6h30, mon heure matinale habituelle. L'immense bâtiment de verre et d'acier était silencieux. Le soleil du petit matin commençait à peine à poindre à l'horizon de la ville, projetant de longues ombres sur le parking vide. J'ai passé mon badge de sécurité, j'ai pris l'ascenseur privé de la direction jusqu'au dernier étage et j'ai marché dans le couloir moquetté vers mon immense bureau d'angle. J'avais besoin de me vider la tête. J'avais besoin de m'asseoir à mon bureau, de regarder le code sous-jacent du logiciel et de déterminer ma prochaine action légale et professionnelle exacte. Mais en approchant de ma suite de bureau, j'ai immédiatement remarqué que la lourde porte en chêne était grande ouverte. Je suis entré et je me suis instantanément figé sur place. Tout mon espace de travail avait été complètement et impitoyablement vidé. Ma configuration à double moniteur avait disparu. Les photos encadrées de ma remise de diplôme et des premiers événements de team building manquaient. L'immense tableau blanc en verre où j'avais minutieusement cartographié les algorithmes logistiques complexes avait été entièrement nettoyé avec un produit chimique. Et assise directement dans mon fauteuil ergonomique sur mesure coûteux, sirotant un latte glacé et parcourant nonchalamment un fil d'actualité sur son téléphone, se trouvait Émilie. J'ai baissé les yeux. La lourde plaque de verre qui se trouvait fièrement sur le devant du bureau. Celle qui indiquait clairement Lucas Caldwell, directeur de la technologie, était négligemment au fond de la poubelle en plastique, près de la porte, couverte de marques de café. À sa place, reposant au centre du bureau en acajou poli, se trouvait une nouvelle plaque élégante en or rose qui disait Émilie Caldwell, présidente directrice générale. Elle a levé les yeux, surprise une fraction de seconde avant de se reprendre instantanément avec ce même sourire éclatant, entièrement artificiel et venimeux. « Oh, bonjour, Lucas. Tu es là terriblement tôt.
Papa ne t'a pas dit hier soir que j'emménageais officiellement dans ce bureau aujourd'hui? La lumière naturelle ici est tellement meilleure pour mes appels en visioconférence. Je suis resté parfaitement immobile dans l'embrasure de la porte, la mâchoire si serrée que mes dents me faisaient mal. Où sont mes affaires personnelles? Oh, j'ai demandé à l'équipe de maintenance de nuit de mettre tout ce bazar en boîte, a-t-elle dit nonchalamment, agitant une main parfaitement manucurée vaguement vers le couloir. Ils ont descendu tes boîtes au 3e étage. Le 3e étage? Mon estomac s'est complètement noué. Le 3e étage était le niveau du sous-sol sans fenêtre et fortement climatisé où nous abritons les immenses racks de serveurs physiques et le bullpen chaotique des stagiaires informatiques débutants qui s'occupaient des réinitialisations de mots de passe et des imprimantes coincées. Et quel est exactement mon poste officiel dans cette toute nouvelle hiérarchie, ai-je demandé, forçant ma voix à rester dangereusement et étrangement stable. Émilie a légèrement penché la tête, tapotant son ongle manucuré contre son menton, faisant semblant de vraiment réfléchir. Eh bien, nous trouverons quelque chose éventuellement. Honnêtement, papa et moi avons parlé, et il a fortement suggéré que tu prennes un congé prolongé, que tu ailles te détendre, à la plage, peut-être travailler sur certains de tes petits projets de codage personnel. Mais si tu insistes vraiment pour rester occupé au bureau, tu peux diriger l'équipe de support informatique de premier niveau. Nous avons eu des problèmes vraiment ennuyeux avec le Wi-Fi qui se déconnecte dans les salles de conférence principales de la direction, et j'ai besoin de quelqu'un pour s'occuper des câbles du routeur. Support informatique de premier niveau dans ma propre entreprise, dans l'empire de plusieurs millions de dollars que j'avais personnellement sorti du feu. Elle voulait que je rampe sous les tables de conférence, réinitialise les mots de passe et branche les câbles Ethernet pour ses amis ignorants, pendant qu'elle s'attribuait tout le crédit, sans l'avoir mérité, pour une valorisation de 300 millions de dollars. Elle a souri narquoisement, se penchant confortablement dans ma chaise, croisant les doigts. Ne t'inquiète pas, Lucas. Tu feras toujours techniquement partie de l'entreprise à un titre mineur. Nous nous occupons toujours de la famille, même de ceux qui manquent de vision. C'était un jeu de pouvoir flagrant et calculé. C'était une exécution publique conçue pour une humiliation maximale. Il voulait me faire sortir de la suite de la direction, mais il voulait désespérément que je démissionne de mon propre chef pour ne pas avoir à payer légalement une énorme indemnité de départ pour cadre. Il voulait aussi éviter la terrible image publique de licencier formellement l'homme même que toute l'industrie savait avoir construit leur infrastructure de base. Il voulait me torturer et m'humilier jusqu'à ce que mon esprit se brise et que je parte sans rien. Il me jetait comme un déchet inutile, comme si je valais exactement les $50 posés sur le comptoir de ma cuisine. Je suis resté là à regarder ma sœur. J'ai regardé au-delà d'elle, le logo massif de Caldwell Enterprises gravé parfaitement dans les murs en verre dépoli du bureau. Le nom Caldwell était censé signifier héritage. Il était censé signifier confiance, sang et respect mutuel. Maintenant, en le regardant, il ne signifiait qu'une trahison absolument empoisonnée. J'aurais pu la combattre sur le champ. J'aurais pu crier jusqu'à ce que mes poumons lâchent. J'aurais pu immédiatement appeler un avocat d'affaires impitoyable, plaider la rétrogradation abusive et menacer de les poursuivre en justice jusqu'à la ruine. Mais je connaissais intimement les tactiques de mon père. Il avait une équipe d'avocats vicieux en permanence à sa disposition qui se ferait un plaisir de m'empêtrer dans des litiges futiles et coûteux pendant une décennie. Il avait les fonds de l'entreprise. Il avait le pouvoir établi et il avait la cruauté pure pour me ruiner légalement. Alors, debout dans l'embrasure de la porte du bureau qui m'appartenait de droit, j'ai fait la seule chose qu'il n'attendait absolument jamais. J'ai complètement, totalement capitulé. Compris, ai-je dit. Je lui ai fait un bref signe de tête incroyablement poli, complètement dépourvu de toute émotion. Je vais descendre au 3e étage et installer mon bureau. Le visage d'Émilie s'est affaissé une seconde. Elle avait l'air profondément déçue. Elle avait désespérément voulu une dispute criarde. Elle voulait une excuse pour appeler de façon dramatique la sécurité du bâtiment et me faire traîner de force hors du hall devant les employés pour cimenter sa domination absolue. Au lieu de cela, je lui ai refusé cette satisfaction. J'ai juste tourné le dos et suis parti. Je suis sorti de la suite de la direction la tête haute, mon pouls complètement stable et mon esprit courant avec une clarté absolue et terrifiante. Il pensait qu'il m'avait enterré vivant avec succès. Il pensait que je disparaîtrais dans l'ombre et accepterais avec gratitude les miettes pathétiques qu'il déciderait de me jeter. Alors que j'entrais dans l'ascenseur, que j'appuyais sur le bouton pour le sous-sol et que je regardais les lourdes portes en acier inoxydable se refermer, me cachant de l'étage de la direction,
une seule pensée dévorante brûlait comme un feu déchaîné dans mon esprit. Regardez-moi faire. La toute première chose que j'ai faite a été de disparaître complètement dans la machinerie de l'entreprise. Pas littéralement, bien sûr. Je me présentais toujours au travail chaque matin, pile à l'heure à 6h30. Je prenais l'ascenseur directement jusqu'au sous-sol du 3e étage et m'asseyais au minuscule bureau bancal en aggloméré qu'il m'avait méchamment assigné dans le coin le plus éloigné et le plus sombre du bâtiment, juste à côté des bruyants conduits d'évacuation de la climatisation. J'étais entièrement entouré de stagiaires de 22 ans, fraîchement sortis de l'université, qui passaient la moitié de leurs heures payées à regarder des vidéos TikTok sous leur bureau et ne réalisaient même pas qui j'étais ni ce que j'avais construit. Je ne me suis plaint à personne. Je n'ai pas envoyé de mes colériques et passifs-agressifs au service des ressources humaines. Quand les amis d'Émilie ont appelé pour se plaindre d'un écran gelé, je suis monté à l'étage et j'ai calmement redémarré leurs ordinateurs. J'ai mis à jour les protocoles du pare-feu. J'ai parfaitement joué le rôle du technicien obéissant, vaincu et entièrement brisé. Mais je n'étais pas brisé. J'étais un fantôme silencieux hantant la machine même que j'avais construite de mes propres mains. Depuis mon petit bureau pathétique au sous-sol, je conservais un accès administrateur absolu et sans restriction à l'ensemble du réseau interne de l'entreprise. Je voyais les flux de données massifs. Je voyais les emails. Je regardais absolument tout. En moins d'une semaine, j'ai vu exactement ce qui se passait à l'étage de la direction. Et c'était un désastre spectaculaire. Émilie se noyait complètement dans des responsabilités qu'elle ne pouvait pas comprendre, et elle entraînait rapidement toute l'entreprise avec elle dans l'abîme. Elle n'avait absolument aucune idée fondamentale de la façon de diriger un empire d'entreprise complexe. Au lieu de s'appuyer sur les analyses de données sophistiquées et la modélisation prédictive fournie par mon logiciel, elle a commencé à prendre des décisions logistiques massives basées entièrement sur son instinct et ses pressentiments. Elle a programmé des réunions obligatoires interminables et totalement inutiles qui duraient des heures angoissantes, forçant les chefs de département à discuter d'efforts de rebranding insignifiants, de nouveaux logos d'entreprise et de réaménagement de bureaux de luxe. Tout en ignorant de manière flagrante les goulots d'étranglement critiques de la chaîne d'approvisionnement qui s'accumulaient sur la côte est. Lorsque des chefs de département très expérimentés et vétérans ont tenté de la mettre respectueusement en garde contre des défaillances logistiques imminentes et des ruptures de contrat, elle a senti son ego fragile menacé. Au cours de son premier mois en tant que PDG, elle a complètement craqué et a licencié notre chef des opérations et notre vice-président des relations clients, 2 hommes qui étaient dans l'entreprise depuis une décennie. Elle les a immédiatement remplacés par ses amis personnels de son country club, des gens dont les seules qualifications étaient de savoir quel vin cher se mariait le mieux avec le fromage artisanal. Et qui savaient exactement comment hocher la tête et être d'accord avec chaque terrible idée proposée par Émilie. La culture établie de l'entreprise est devenue incroyablement toxique presque du jour au lendemain. Le moral des employés a chuté au plus bas. Caldwell Enterprises n'était pas seulement vulnérable. Elle saignait activement d'énormes quantités de capitaux. L'empire de 300 millions de dollars que j'avais minutieusement construit brique par brique était piloté à l'aveugle directement dans le flanc d'une montagne par un capitaine arrogant qui ne savait littéralement pas lire l'écran radar. C'est à ce moment précis que j'ai finalisé ma décision. Si ma famille ne voulait pas de moi chez Caldwell Enterprises, s'ils croyaient vraiment que j'étais entièrement remplaçable, je construirais quelque chose de massivement plus grand, et je construirais mon nouvel empire directement sur leur tombe d'entreprise. Tard un mardi soir pluvieux, longtemps après que les stagiaires inconscients soient rentrés chez eux et que le siège social soit entièrement sombre, je suis sorti tranquillement du bâtiment. Je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à un dîner miteux ouvert toute la nuit à la périphérie industrielle de la ville. Je suis passé devant le comptoir et je me suis glissé dans la banquette exiguë du fond. Assises là à m'attendre dans la pénombre se trouvaient 3 des personnes les plus intelligentes et les plus impitoyablement capables que j'ai jamais connues de toute ma vie. Jake, notre ancien directeur financier. C'était l'homme brillant qui avait agressivement équilibré les comptes de l'entreprise au fil du rasoir lorsque Caldwell faisait face à sa première faillite. Il connaissait absolument toutes les failles fiscales, toutes les réglementations financières complexes et toutes les faiblesses cachées du modèle commercial dépassé de mon père. Maya, la meilleure analyste de données de toute l'industrie de la logistique. Elle avait pratiquement construit notre système de profilage client entièrement à partir de zéro. Elle pouvait regarder une énorme feuille de calcul de données brutes et prédire avec précision un changement de marché 3 mois entiers avant qu'il ne se produise réellement. Et David, mon ingénieur logiciel principal. Il était la seule personne sur Terre qui connaissait mon architecture logicielle presque aussi intimement que moi,
car nous avions codé la plupart des intégrations API complexes ensemble à 3 heures du matin, survivant entièrement de pizzas froides, de boissons énergisantes bon marché et de pure désespération. Ces 3 esprits brillants avaient discrètement et volontairement démissionné de Caldwell Enterprises au cours du mois dernier. Ils n'étaient pas idiots. Ils ont vu Emily diriger aveuglément l'énorme navire d'entreprise directement vers les côtes rocheuses, et ils ont sagement sauté dans les canaux de sauvetage avant que la coque ne se brise complètement. Je me suis glissé dans la banquette et j'ai commandé un simple café noir à la serveuse. Personne n'a dit un mot pendant une longue et lourde minute. La tension dans l'air était palpable. Très bien, Lucas, a finalement dit Jake, se penchant en avant sur la table collante, son expression d'un sérieux mortel. Nous ne sommes pas venus ici au milieu d'une tempête de pluie pour le terrible café du dîner. Quelle est exactement la stratégie ici? Je les ai regardés tous les 3, établissant un contact visuel direct avec chacun d'eux. J'ai plongé la main dans ma mallette en cuir usé et j'ai sorti un dossier manille épais, lourd et sans marque. Je l'ai jeté lourdement au centre de la table. Nous construisons quelque chose d'entièrement nouveau, ai-je dit simplement. David a légèrement froncé les sourcils, tendant la main et ouvrant le lourd dossier. Il a commencé à parcourir la première page de schémas architecturaux complexes, ses yeux s'écarquillant lentement de choc absolu. Lucas, c'est le moteur logistique de base, mais il est fondamentalement différent. La vitesse de traitement est. Elle est exponentiellement plus rapide. La modélisation prédictive est. Mon Dieu, c'est à des années-lumière de ce que Caldwell utilise actuellement. Exactement, ai-je dit, prenant une lente gorgée de mon café chaud. Voici le secret fatal et massif dont mon père et ma sœur n'étaient absolument pas conscients. Un secret qui servirait d'arme ultime. Lorsque j'ai désespérément construit le logiciel qui a sauvé à l'origine Caldwell Enterprises, j'ai rapidement mis en œuvre la version 1.0. Elle était très stable. Elle était incroyablement efficace et, légalement, elle appartenait entièrement à l'entreprise. Caldwell Enterprises possédait la propriété intellectuelle du code spécifique fonctionnant actuellement sur leur serveur physique. Mais je ne suis pas un idiot. Je suis un développeur. Pendant toute cette année de croissance explosive de l'entreprise, alors que mon père ignorait activement mon existence et qu'Emily achetait agressivement des sacs à main de créateurs à Paris, je n'ai jamais cessé de coder. J'ai passé chaque nuit dans mon appartement à développer la version 2.0. C'était un système logiciel entièrement reconstruit et largement supérieur, doté d'une intégration d'intelligence artificielle avancée et d'algorithmes complexes d'apprentissage automatique qui faisait paraître la version 1.0 de Caldwell comme une calculatrice antique et cassée. Et la meilleure partie, la plus juridiquement à toute épreuve, de mon plan. J'ai fait tout ce codage avancé strictement sur mon temps personnel, en utilisant mon propre matériel personnel, complètement et entièrement isolé du réseau de l'entreprise Caldwell. Je n'ai jamais téléchargé une seule ligne de la version 2.0 sur leur serveur. Je n'ai jamais utilisé les ressources de l'entreprise. La propriété intellectuelle de ce saut technologique massif m'appartenait entièrement, à 100%. C'était ma propriété. Un avocat pourrait l'examiner toute la journée et ne jamais trouver une seule rupture de contrat. Caldwell a le prototype dépassé, ai-je dit au groupe, regardant leur visage s'illuminer complètement avec la réalisation terrifiante de ce que je proposais. Nous détenons toute l'évolution. Je lance officiellement une nouvelle entreprise ce soir. Nous l'appellerons Nova System. Je veux que Jake dirige les finances, Maya la stratégie des données et David comme mon vice-président de l'ingénierie. Je ne vous offre pas un salaire d'entreprise standard. Je vous offre une participation massive. Nous allons prendre ce nouveau logiciel et nous allons le présenter directement aux 3 plus grands et plus féroces concurrents de Caldwell. Maya a souri, un sourire lent et incroyablement prédateur se répandant sur son visage. Tu veux déclarer une guerre d'entreprise contre ta propre famille? Non, ai-je répondu doucement, posant ma tasse de café. La guerre implique fortement que les 2 camps ont une chance de gagner. Ce n'est pas une guerre. C'est une exécution publique. J'ai passé le mois entier suivant à travailler dans un silence absolu et terrifiant. Pendant la journée, je rampais sous les bureaux et réinitialisais les mots de passe des routeurs pour les amis ignorants d'Emily chez Caldwell Enterprises. La nuit, Jake, Maya, David et moi travaillions de manière obsessionnelle depuis le salon de mon petit appartement, affinant constamment le logiciel d'IA, élaborant des présentations agressives et impeccables, et enregistrant officiellement les documents de constitution de Nova System. Une fois que nous étions complètement prêts, nous ne sommes pas simplement entrés sur le marché de la logistique.
Nous avons violemment défoncé la porte. Nous avons spécifiquement ciblé les 3 principaux rivaux de Caldwell dans l'industrie. Nous sommes entrés dans leur salle de conseil et leur avons montré exactement comment Nova Systems pouvait immédiatement réduire les délais de livraison de Caldwell de 20% tout en réduisant simultanément leurs énormes coûts de carburant d'un tiers. La réponse des entreprises a été instantanément explosive. En 3 courtes semaines, nous avions 3 offres massives et incroyablement lucratives sur la table. À la fin du mois, j'ai officiellement signé un contrat de licence exclusive de 50 millions de dollars avec le plus grand conglomérat de logistique d'Amérique du Nord. Du jour au lendemain, Nova Systems était entièrement financé, pleinement opérationnel et lourdement armé jusqu'aux dents. Et c'est exactement à ce moment-là que les fondations sous Caldwell Enterprises ont commencé à se fissurer violemment. Je pensais en fait que la cruelle trahison de mon père briserait mon esprit. Je pensais que ce billet de 50 $ froissés était la fin pathétique de mon histoire. Mais en signant cet énorme contrat de plusieurs millions de dollars, j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement puissant. Ils ne m'ont pas enterré quand ils m'ont envoyé au sous-sol. Ils m'ont planté, et une tempête massive et inarrêtable s'abattait sur eux, à laquelle ils ne pouvaient absolument pas survivre. Le premier signe de l'apocalypse imminente pour Caldwell Enterprises ne s'est pas produit avec une forte explosion. Il s'est produit avec un murmure silencieux et terrifiant. Pendant les 2 premiers mois après ma rétrogradation, j'ai continué à jouer mon rôle de technicien informatique vaincu et invisible au sous-sol. J'ai réparé les imprimantes coincées. J'ai rampé sous les lourdes tables de conférence en acajou pour réinitialiser les routeurs Wi-Fi. Et j'ai touché mon salaire considérablement réduit. Pendant tout ce temps, Emily paradait avec enthousiasme à l'étage de la direction, agissant comme si elle était un titan de l'industrie. Elle ignorait complètement que toute la fondation de l'entreprise pourrissait juste sous ses talons de créateur coûteux. Vous voyez, un moteur logiciel de logistique n'est pas une entité statique. C'est un écosystème vivant et respirant. Il nécessite une maintenance constante, des ajustements algorithmiques et un réglage prédictif pour gérer la réalité chaotique des itinéraires de transport mondiaux, des conditions météorologiques volatiles et des perturbations soudaines de la chaîne d'approvisionnement. J'avais construit la version 1.0 pour qu'elle soit robuste. Mais sans moi à la barre pour guider les modèles d'apprentissage automatique, le logiciel a lentement commencé à se dégrader. Cela a commencé par des retards mineurs. Une flotte de camions de fret sur la côte a été directement acheminée vers une énorme tempête de neige parce que le nouveau chef des opérations d'Emily, follement incompétent, ne savait pas comment annuler les protocoles météorologiques automatisés. Puis une importante cargaison de denrées périssables a été laissée à pourrir sur un quai de chargement à Miami pendant 3 jours parce que le système a signalé une fausse erreur de douane que personne dans l'équipe de direction actuelle ne savait comment effacer. Depuis mon petit coin sombre au 3e étage, j'ai vu le trafic du réseau interne s'illuminer de panique absolue. Les lignes du service client étaient constamment saturées de clients furieux criant à propos des délais manqués. La menace d'un énorme procès d'entreprise de plusieurs millions de dollars de la part de notre plus grand partenaire de détail est devenue un sujet de conversation quotidien, chuchoté et terrifié, dans les salles de pause. J'ai regardé Emily essayer désespérément de mettre des pansements sur une blessure béante. Au lieu d'embaucher agressivement des ingénieurs logiciels compétents pour résoudre les problèmes de fond, elle a en fait engagé une agence de branding de luxe pour redessiner le logo de l'entreprise. Croyant sincèrement qu'une nouvelle couche de peinture et quelques communiqués de presse positifs résoudraient comme par magie une défaillance opérationnelle systémique. Elle traitait une crise logistique critique comme une mauvaise critique sur son ancien blog de voyage. J'ai attendu le moment exact où Caldwell Enterprises a obtenu un énorme prêt-relais à taux d'intérêt élevé juste pour couvrir ses dépenses d'exploitation pour le trimestre. Il perdait officiellement de l'argent. C'est le jour où j'ai agi. Je n'ai pas demandé de réunion. Je n'ai pas donné de préavis habituel de 2 semaines. J'ai simplement imprimé une lettre de démission d'une seule phrase, je suis monté à la suite de la direction et je l'ai déposée directement sur le bureau impeccable et dégagé d'Emily. Elle a regardé le papier, les yeux plissés. Qu'est-ce que c'est, Lucas? Tu fais encore une de tes petites crises de colère? Parce que je n'ai vraiment pas le temps de te dorloter en ce moment. Le conseil d'administration me harcèle à propos de ces retards de livraison. Ce n'est pas une crise de colère, Emily, ai-je dit, ma voix complètement plate et dépourvue de toute affection fraternelle. C'est une démission. Je me sépare officiellement de ce navire en perdition. Bonne chance avec le Wi-Fi. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à l'ascenseur et je suis sorti dans la lumière vive du soleil de la ville. J'ai pris une profonde bouffée de l'air pollué du centre-ville,
et il avait le goût d'une liberté absolue et enivrante. 6 mois plus tard, la véritable réalité de la situation s'est finalement abattue sur la tête de ma famille de la manière la plus publique et humiliante possible. C'était le gala annuel des innovateurs technologiques, l'événement le plus grand et le plus prestigieux de l'industrie de l'année. C'était la nuit où tous les grands PDG, les capital risqueurs agressifs et les puissants dirigeants des secteurs de la logistique et de la technologie se réunissaient sous un même toit. L'événement se tenait dans la grande salle de bal d'un immense hôtel de luxe du centre-ville. Il y avait des lustres de cristal scintillant, des sculptures de glace imposantes et une mère d'élite fortunée sirotant un champagne incroyablement cher, concluant d'énormes transactions immobilières et des fusions d'entreprises dans les coins de la pièce. Je suis arrivé vêtu d'un smoking bleu nuit sur mesure. Je ne suis pas entré par les portes latérales. J'ai marché directement dans l'allée centrale, suivi de Jake, Maya et David, mon équipe de direction. Nous n'étions pas seulement des participants. Nous étions le centre de gravité absolu de cette pièce. Au cours des 6 derniers mois, Nova Systems avait agressivement et systématiquement démantelé Caldwell Enterprises sur le marché ouvert. Nous ne nous sommes pas contentés de les concurrencer. Nous les avons activement chassés. Armés de mon logiciel supérieur de version 2.0, nous avons approché chacun des principaux clients de Caldwell. Nous leur avons montré les données indéniables. Nous leur avons offert des délais de livraison plus rapides, des réductions massives des frais généraux et un modèle prédictif impeccable piloté par l'IA que Caldwell ne pouvait tout simplement pas égaler. Un par un, les clients ont joyeusement rompu leur contrat avec mon père et ont migré vers Nova Systems. Nous étions un mastodonte inarrêtable. Au fur et à mesure que la soirée avançait, l'hôte du gala est monté sur le podium principal, tapotant le microphone pour calmer la foule immense. Ce soir, nous sommes ici pour reconnaître officiellement les vrais visionnaires qui font progresser notre industrie de manière agressive, a annoncé l'hôte, sa voix résonnant sur le système de sonorisation de qualité supérieure. L'orateur principal de cette année est un homme qui a entièrement redéfini la chaîne d'approvisionnement mondiale. Il a pris une industrie stagnante. Il a injecté une brillante intelligence artificielle prédictive et a bâti un empire qui est actuellement évalué à plus de 500 millions de dollars en un temps record. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le brillant fondateur et PDG de Nova Systems, Lucas Caldwell. Les applaudissements étaient absolument assourdissants. Ils ont déferlé dans la salle de bal comme une vague de tonnerre. J'ai boutonné ma veste, j'ai monté les marches et je me suis tenu derrière le podium, regardant la mer immense de visages. Et c'est là que je les ai vus. Assis à une table mal placée tout au fond de la pièce, complètement éclipsée par les piliers massifs, se trouvaient mon père et ma sœur. Ils n'étaient pas assis dans la section VIP avec les titans de l'industrie. Ils étaient relégués à l'arrière avec les startups en difficulté et les reliques en déclin. Mon père avait l'air d'avoir 10 ans de plus que la dernière fois que je l'ai vu. Son visage était entièrement cendré. Ses épaules affaissées par la défaite. Émilie était assise complètement rigide, ses mains agrippant son verre de champagne si fort que je pensais que le cristal se briserait en 1 million de morceaux. Ils avaient passé les 6 derniers mois à essayer désespérément de découvrir qui était ce mystérieux concurrent, Nova Systems. Ils avaient vu leur marge bénéficiaire s'évaporer, la valeur de leurs actions chuter et leur héritage s'effondrer, ignorant totalement que le bourreau tenant la hache était le fils même qu'ils avaient rejeté pour $50. J'ai croisé le regard de mon père à travers l'immense pièce. Je n'ai pas froncé les sourcils. Je n'avais pas l'air en colère. Je lui ai fait un petit sourire poli et incroyablement froid. Je me suis penché vers le microphone. Merci à tous pour cet incroyable honneur, ai-je commencé, ma voix stable et autoritaire. On dit qu'en affaires, il faut protéger impitoyablement sa propriété intellectuelle. Mais je crois qu'il faut aussi protéger sa propre estime de soi. Il faut savoir quand se retirer d'un mauvais investissement. Même si cet investissement est quelque chose que vous avez passé votre vie entière à essayer de sauver. Parce que lorsque vous réalisez enfin votre propre valeur, il n'y a absolument aucune limite à l'empire que vous pouvez construire. J'ai gardé mes yeux entièrement fixés sur mon père alors que la salle éclatait de nouveau en applaudissements. Le piège de leur propre arrogance aveugle s'était entièrement refermé sur eux. Ils pensaient que j'étais un technicien informatique inoffensif qu'ils pouvaient intimider pour le soumettre. Ils n'ont jamais réalisé que j'étais toute la fondation qui soutenait leur monde. Et maintenant, j'avais retiré les piliers de sous leurs pieds. Cela faisait exactement 1 an depuis ce dîner totalement humiliant. 1 an complet depuis que mon père a jeté un billet de $50 froissé sur la nappe blanche et m'a dit que je n'étais pas assez bon pour diriger.
1 an depuis que ma sœur privilégiait ma souris narquoisement, sachant qu'on lui remettait gratuitement un empire d'entreprise massif pour lequel elle n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. 1 an depuis que je suis sorti de cette salle à manger privée sans me battre, pour finalement gagner silencieusement toute la guerre. Maintenant, j'étais assis en bout de l'immense table de conférence en granit poli dans la salle de conseil de la direction de Nova Systems. Les fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique à couper le souffle sur l'horizon de la ville. Je passais en revue nos derniers rapports financiers trimestriels et je pouvais à peine réprimer un sourire immense et profondément satisfaisant. Notre chiffre d'affaires annuel venait de franchir officiellement la barre des 320 millions de dollars. Notre part de marché global s'élevait à 48% et continuait de grimper agressivement chaque jour. Caldwell Enterprises, d'un autre côté, saignait violemment sur le sol de l'entreprise. J'avais systématiquement et chirurgicalement démantelé absolument tous les avantages concurrentiels qu'ils détenaient autrefois. Leurs clients les plus fidèles à long terme avaient entièrement abandonné le navire pour rejoindre mon réseau. Leurs actions d'entreprise avaient chuté au statut d'obligation de pacotille. Et leur dernier rapport financier, profondément défectueux et désespéré, qui avait commodément fuité dans la presse financière juste une semaine auparavant par une source anonyme, confirmait le pire. Ils étaient au bord de la faillite totale et irrémédiable. À précisément 10 heures du matin, l'interphone sur mon bureau a sonné. C'était mon assistante de direction, Claire. « Lucas » a-t-elle dit, sa voix portant une pointe de confusion. « Votre père et votre sœur sont en bas dans le hall principal. Ils exigent agressivement de vous voir. La sécurité demande s'ils doivent les escorter hors des lieux. » Je me suis penché en arrière dans mon lourd fauteuil en cuir, laissant échapper une longue et lente expiration. C'en était finalement arrivé là. Les lions arrogants étaient enfin affamés, et ils étaient venus ramper jusqu'à la hyène même qu'ils pensaient avoir chassée. « Non, Claire » ai-je dit, un sombre sentiment d'anticipation s'installant dans ma poitrine. « N'appelez pas la sécurité. Envoyez-les directement dans mon bureau. » Quand les lourdes portes en chêne de ma salle de conseil se sont ouvertes, ils sont entrés, ressemblant à de véritables fantômes. Émilie portait l'une de ces garde-robes de créateurs ridiculement chères, mais toute la soie importée du monde ne pouvait cacher les cernes profonds et sombres sous ses yeux et l'épuisement frénétique et nerveux qui émanait de sa posture. Mon père, un homme qui avait toujours été si incroyablement posé, si absolument certain de sa propre domination incontestable, avait l'air physiquement plus petit. Il avait l'air vaincu. Ils avaient perdu la guerre d'entreprise, et ils le savaient tous les deux intimement. « Lucas » a commencé mon père. Sa voix profonde, soigneusement mesurée, essayant désespérément de projeter une autorité qu'il ne possédait plus. « Nous devons parler. » Je ne me suis pas levé pour les accueillir. J'ai simplement fait un geste vers les 2 chaises élégantes et modernes positionnées de l'autre côté de mon immense bureau. Ils ont hésité violemment un moment. Ils pouvaient sentir la dynamique de pouvoir intense changer dans la pièce. Pour la toute première fois de notre vie, ils entraient sur mon territoire, jouant selon mes règles. Ils se sont lentement assis. Émilie s'est agitée inconfortablement sur sa chaise. Ses ongles manucurés tapotant nerveusement contre la coudoir en cuir. Elle refusait absolument de me regarder directement dans les yeux. Mon père a laissé échapper un lourd soupir, passant une main sur son visage. « Écoute, Lucas, je sais que nous avons eu nos différends personnels dans le passé, mais au bout du compte, nous sommes toujours de la famille. Le sang reste le sang. Caldwell Enterprises est en grande difficulté en ce moment. Le marché a été incroyablement injuste avec nous. Nous avons désespérément besoin de ton aide technique. » Ah, la voilà. La carte familiale manipulatrice classique. Chaque fois que des parents toxiques veulent quelque chose de vous, ils se souviennent soudainement que vous partagez le même ADN. Ils vous traitent comme un employé non rémunéré jusqu'à ce qu'il se noie, puis soudainement vous êtes de nouveau de la famille. C'était la même tactique manipulatrice qu'ils ont utilisée lorsqu'ils ont vidé le fonds d'études universitaires ou lorsqu'ils s'attendaient à ce que je gère leurs problèmes juridiques personnels lors d'une bataille de garde compliquée pour un terrain familial contesté des années auparavant. J'ai laissé le silence lourd et suffocant s'étirer dans la pièce pendant une longue minute angoissante. Je suis juste resté assis là, les regardant nonchalamment se tortiller sur leur siège. Finalement, j'ai parlé. « Et que me demandez-vous exactement de faire, Richard ?» J'ai délibérément utilisé son prénom. Je l'ai vu tressaillir. Il s'est penché en avant, posant ses mains à plat sur mon bureau.
Nous sommes entièrement disposés à t'offrir officiellement un rôle de direction majeur chez Caldwell Enterprises, quelque chose de très significatif, une promotion massive. Je réalise profondément maintenant que nous avons peut-être largement sous-estimé ton potentiel de direction. J'ai penché la tête, feignant une légère curiosité. Vous réalisez ça maintenant, 1 an plus tard, alors que vos actions ne valent pratiquement rien. Émilie a finalement craqué, levant les yeux avec une expression crispée et furieuse. Lucas, arrête d'être si incroyablement mesquin. Nous avons besoin de ton aide, d'accord? Le logiciel est en panne. Nous avons besoin que tu reviennes et que tu répares le code. J'ai ri. J'ai en fait rejeté la tête en arrière et j'ai ri à voix haute. C'était un son froid et sec qui a résonné contre les murs de verre. Vous avez besoin de moi. C'est absolument hilarant, Émilie, parce qu'il y a 1 an, vous vous êtes tous les deux assis dans un restaurant 5 étoiles et m'avez explicitement dit que je n'avais pas l'étoffe d'un leader. Vous m'avez dit que j'étais totalement dépourvu de charisme. Vous m'avez dit que j'étais seulement bon pour brancher des routeurs et me cacher dans une pièce sombre. Mon père a eu le culot absolu d'avoir l'air frustré par moi. Lucas, tu sais exactement comment fonctionnent les affaires. Des décisions de direction difficiles ont été prises sur la base des données que nous avions à l'époque. Mais maintenant, nous devons regarder vers l'avenir. Si tu reviens, si tu nous ramènes tes clients, nous pouvons reconstruire Caldwell Enterprises ensemble. Nous pouvons dominer le marché en tant que famille. La voilà de nouveau. Le contrôle. Il ne voulait pas s'associer avec moi. Il voulait me posséder. Il voulait absorber mon immense succès pour couvrir leurs échecs catastrophiques. Et quel poste de direction spécifique m'offrez-vous généreusement, ai-je demandé, entrelaçant mes doigts, les posant sur le bureau. Mon père a redressé les épaules, bombant le torse comme s'il se préparait à conclure une énorme transaction immobilière. Tu serais officiellement nommé directeur des opérations. Tu serais strictement le second, relevant directement d'Émilie. Mais tu aurais un contrôle total sur le budget informatique. J'ai cligné des yeux lentement, puis j'ai ri de nouveau, beaucoup plus fort cette fois. Émilie est devenue rouge vif, sa colère débordant. Lucas, grandis un peu. Tu as construit un logiciel chanceux. D'accord, mais ça ne veut absolument pas dire que tu sais comment diriger une entreprise historique à notre niveau d'élite. Tu es juste rancunier. J'ai instantanément cessé de rire. Je me suis penché lourdement en avant, posant mes avant-bras sur le bureau, réduisant la distance physique entre nous. Je me suis assuré que ma voix était aussi froide et impitoyable que le zéro absolu. Émilie, ai-je dit doucement, ma voix tranchant l'air comme une lame de rasoir. Mon entreprise est actuellement évaluée à plus de 500 millions de dollars en espèces et en actifs vérifiés. Votre entreprise est mathématiquement à quelques semaines de déposer le bilan, chapitre 11. S'il te plaît, je t'en supplie, explique-moi encore lequel de nous deux ne sait pas comment diriger une entreprise. Silence. Un silence pur, incroyablement satisfaisant. Absolu. La bouche d'Émilie s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Mon père s'est éclairci la gorge, le visage pâle. Lucas, s'il te plaît, nous allons tout perdre. La maison, l'héritage, tout. C'est ce mot spécifique qui a tout déclenché. S'il te plaît. Le même homme arrogant et intouchable qui m'avait régulièrement rabaissé, brutalement dénigré le travail de ma vie, et littéralement jeté un billet de $50 froissé à mon visage comme si j'étais un mendiant de rue indigne, était maintenant assis dans mon bureau. Suppliant activement pour sa vie financière. Je ne m'étais jamais senti plus en paix de toute mon existence. Non, ai-je dit, ma voix complètement dépourvue de toute émotion. Émilie s'est raidie, les yeux écarquillés de choc. Pardon? J'ai dit non, ai-je répété clairement, en articulant chaque syllabe. Je n'ai pas besoin de Caldwell Enterprises. Vous aviez désespérément besoin de moi, et vous m'avez jeté à la poubelle. Vous avez fait votre choix arrogant. Vous avez volé mon héritage, et maintenant vous devez vivre avec les conséquences exactes de votre propre incompétence. Mon père a expiré brusquement, une panique authentique et une frustration intense se glissant violemment dans sa voix. Tu vas sérieusement rester assis là et laisser ta propre chair et ton sang échouer complètement? Je n'ai rien laissé arriver, Richard, ai-je répondu doucement, me penchant en arrière dans ma chaise. Tu as personnellement détruit Caldwell Enterprises au moment exact où tu as mis un enfant arrogant et incompétent à la tête d'un empire logistique massif juste parce qu'elle se trouvait être ta préférée.
Émilie a violemment reculé sa chaise, se levant brusquement. Son visage était rouge de rage pure et non adultérée. « Tu n'es qu'un perdant amer et pathétique », a-t-elle lancé, pointant un doigt tremblant vers moi. « Tu as toujours été incroyablement jaloux de moi. Tu as toujours détesté que papa m'aime plus. » Je lui ai fait un sourire lent et profondément amusé. J'ai regardé son tailleur de créateur coûteux et défaillant. Et puis j'ai regardé autour de mon immense empire d'entreprise sur mesure. « Jaloux, Émilie ?» ai-je demandé doucement. « Je n'ai absolument pas besoin d'être jaloux de toi. J'ai déjà pris tout ce que tu as toujours voulu. J'ai pris tes clients. J'ai pris ta part de marché. Et j'ai pris ton avenir. » Je me suis levé lentement, lissant le devant de ma veste de costume sur mesure, les dominant de derrière mon bureau. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une entreprise de plusieurs millions de dollars très rentable à diriger. La sortie est au bout du couloir. » Mon père s'est levé. Il m'a regardé pendant une longue et lourde seconde, complètement sans voix, avant de se tourner et de sortir du bureau dans un silence absolu et furieux. Émilie est sortie en trombe juste derrière lui. Mais juste avant de disparaître à travers les lourdes portes en chêne, elle s'est arrêtée et s'est retournée pour me faire face, les yeux remplis de venin. « J'espère vraiment que tu es heureux, Lucas », a-t-elle craché. J'ai rencontré son regard furieux avec un calme absolu et inébranlable. Je le suis. Au moment où les lourdes portes de la salle de conseil se sont finalement refermées derrière mon père et ma sœur, je me suis permis une longue et incroyablement lente expiration. Je me suis dirigé vers la fenêtre du sol au plafond et j'ai regardé l'immense ville tentaculaire. Il pensait honnêtement qu'il pouvait simplement entrer dans ma forteresse absolue, me lancer quelques excuses creuses et désespérées, m'offrir une rétrogradation insultante déguisée en promotion. Et s'attendre à ce que je revienne en courant comme un chien obéissant et battu pour réparer le désordre massif qu'ils avaient créé. Ils n'avaient vraiment aucune idée de qui j'étais devenu. Mais autant j'ai profondément apprécié de les voir se tortiller complètement sous le poids de leur propre échec catastrophique, autant je savais intimement que cette situation n'était pas entièrement terminée. Caldwell Enterprises mourrait rapidement. Oui. Mais lorsqu'un énorme navire d'entreprise coule enfin dans les eaux sombres, il a la fâcheuse habitude d'entraîner absolument tout et tout le monde pris dans son sillage violent. La vraie question que je devais me poser était, allais-je simplement rester assis et laisser cela se produire, ou allais-je porter le coup fatal final? La grande nouvelle est tombée exactement 3 jours plus tard. C'était totalement inévitable. Caldwell Enterprises avait officiellement déposé le bilan, Chapter 7. Ce n'était pas seulement une restructuration. C'était un échec catastrophique total. La nouvelle était absolument partout. Elle était en première page des grands magazines d'affaires, vivement débattue sur les forums financiers en ligne et diffusée en gros titres nationaux aux informations du matin. L'ancien géant de l'industrie Caldwell Enterprises s'effondre du jour au lendemain. Comment de mauvaises décisions de direction et le népotisme ont coulé une entreprise de 300 millions de dollars. La mort d'un héritage. Comment la cupidité a tué Caldwell Enterprises. Et la meilleure partie, la plus justicière, de tout ce cirque médiatique. Chaque article financier, chaque expert aux informations attribuait agressivement l'ancien succès massif de l'entreprise entièrement à moi. Ils ont tous souligné la vérité complètement évidente et indéniable. La seule raison pour laquelle Caldwell Enterprises avait miraculeusement survécu à son premier quasi-effondrement des années auparavant était entièrement due au logiciel propriétaire que j'avais personnellement construit. Et dès que je suis parti, emportant avec moi l'évolution intellectuelle de ce logiciel, ce n'était qu'une question de temps avant que le dinosaure ne meure de faim. J'étais en réunion stratégique de haut niveau avec mon équipe de direction lorsque mon assistante Claire a doucement frappé à la porte vitrée et est entrée. « Lucas, je suis vraiment désolé de vous interrompre », a-t-elle dit, tenant un document juridique lourdement imprimé dans ses mains. « Mais mon contact aux tribunaux financiers vient de m'envoyer ça. Vous allez certainement vouloir voir ça immédiatement. » Elle m'a tendu l'épaisse liasse de papier. J'ai parcouru rapidement le jargon juridique dense, mes lèvres se courbant lentement en un petit sourire profondément prédateur alors que mes yeux atteignaient le paragraphe de résumé final à la 3e page. Caldwell Enterprises était en cours de liquidation totale par les tribunaux fédéraux. Absolument tout était mis aux enchères immédiates pour satisfaire violemment les foules massives et en colère de créanciers. L'immense bâtiment du siège, la flotte massive de camions de fret vieillissants, les actifs physiques restants, et surtout, le nom de l'entreprise Caldwell lui-même. Mon père était complètement désespéré. Dans les derniers mois agonisants de l'entreprise,
il avait agressivement surendetté absolument tout ce qu'il possédait légalement. Il avait secrètement contracté d'énormes prêts personnels à taux d'intérêt élevés contre son propre portefeuille immobilier tentaculaire dans une tentative complètement désespérée et insensée d'injecter des liquidités dans l'entreprise en faillite. Et maintenant, les banques d'affaires agressives saisissaient rapidement tout. Et la réalité incroyable et magnifique était que j'avais les liquidités pour tout acheter. La justice poétique de la situation était presque trop parfaite pour être crue. Ce soir-là, alors que j'étais assis seul dans mon immense appartement penthouse, regardant les lumières scintillantes de la ville, j'ai longuement réfléchi à ce que je voulais vraiment. J'avais déjà passé tant de ma vie d'adulte à essayer désespérément de me prouver. J'avais gaspillé tant d'énergie précieuse à me battre agressivement contre les personnes même qui m'avaient froidement rejeté, brutalement trahi et constamment dénigré mes immenses réalisations. Et maintenant, j'avais déjà gagné la guerre d'entreprise. Nova System était un titan. Mes comptes en banque débordaient. J'avais le pouvoir absolu. Avais-je vraiment besoin d'écraser davantage ma famille? Je me suis versé un verre de bourbon cher et je me suis tenu près de la fenêtre. J'ai repensé vivement à cette nuit spécifique, il y a exactement un an. Je me suis souvenu du son humiliant exact de mon père jetant nonchalamment ce billet de $50 froissé sur la table comme si c'était un pourboire bon marché pour un mauvais serveur. Je me suis souvenu du regard froid et mort dans ses yeux quand il m'a dit que je ne valais absolument rien. Et juste comme ça, ma décision finale est devenue limpide. J'ai agi agressivement le lendemain matin. Je ne suis pas passé par une énorme société d'investissement sans visage. Je n'ai pas utilisé un acheteur par procuration tiers pour cacher mon identité. Je voulais qu'il regarde de l'autre côté de la table et sache exactement qui leur enlevait absolument tout. J'ai donc personnellement décroché le téléphone et appelé directement l'avocat en faillite agressif qui gérait légalement la liquidation fédérale de Caldwell. Ici Lucas Caldwell, PDG de Nova System, ai-je dit, ma voix complètement calme et strictement professionnelle. Je souhaite faire une offre directe en espèces immédiates pour l'intégralité des actifs physiques et intellectuels restants de Caldwell Enterprises. J'ai fait une pause, prenant une lente gorgée de mon café, y compris les droits légaux complets sur le nom de l'entreprise. L'avocat à l'autre bout du fil a audiblement hésité, le silence s'étirant pendant une longue seconde. M. Caldwell, comprenez-vous pleinement ce que cette action légale spécifique signifierait pour votre famille? J'ai souri, regardant par la fenêtre la ville que je possédais maintenant. Je comprends parfaitement, conseiller. Préparez les papiers. Exactement une semaine plus tard, j'étais assis dans la même immense salle de conseil lambrissée d'acajou où mon père avait autrefois régné agressivement sur ses employés comme un roi médiéval. Seulement cette fois, c'était moi qui étais assis en bout de la lourde table, détenant le pouvoir absolu. Les documents juridiques denses et très complexes étaient étalés proprement devant moi. Un stylo plume noir et or élégant et incroyablement cher reposait lourdement sur le contrat final et contraignant. D'une seule signature, tous les restes brisés de Caldwell Enterprises m'appartiendraient légalement. L'immense empire d'entreprise que mon père avait brutalement construit. L'héritage exact qu'il refusait si obstinément de me laisser diriger était maintenant entièrement à moi, pour en faire ce que je voulais. Émilie et mon père étaient assis juste en face de moi, séparés par l'immense étendue de la table. Tous deux avaient le visage complètement cendré, l'air incroyablement petit et frêle. Mon père avait l'air d'avoir rapidement vieilli de 10 ans de plus au cours de la semaine écoulée. Les rides profondes sur son visage ressemblaient à de véritables canyons. Émilie refusait de lever les yeux de la table, regardant fixement ses mains. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu nous fasses ça, » marmonna Émilie, sa voix tremblant d'un mélange pathétique de colère et de peur profonde. J'ai nonchalamment haussé un sourcil, sans rompre le contact visuel avec mon père. « Faire quoi, Émilie? Acheter une énorme entreprise en faillite à un prix très avantageux? Acquérir un nom d'entreprise qui n'a littéralement plus aucune valeur de marché fonctionnelle. » Elle a froncé les sourcils, le visage rouge. « Tu sais exactement ce que je veux dire, Lucas. Tu nous frottes juste le nez dans la saleté. » Je me suis penché en arrière dans ma lourde chaise, tapotant lentement mes doigts contre le bois poli de la table. C'est incroyablement drôle. Je me souviens clairement qu'il y a un an, tu ne me pensais pas mentalement capable de diriger une entreprise. Mais maintenant tu agis comme si j'avais beaucoup trop de pouvoir absolu. Mon père a expiré brusquement, passant une main tremblante dans ses cheveux clairsemés. Lucas, signe juste ces fichus papiers. Abrège nos souffrances pour que nous puissions essayer de trouver comment survivre. J'ai pris le lourd stylo en or.
J'ai fait une pause pendant une longue seconde angoissante, laissant la tension dans la pièce atteindre un point de rupture absolue, puis j'ai lentement fait glisser l'énorme pile de documents juridiques sur la table vers mon père. Papa a cligné des yeux, complètement confus. Émilie a froncé les sourcils, levant enfin les yeux. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» a demandé mon père, sa voix tremblant légèrement. « Une contre-offre, ai-je dit simplement. » Il a lentement ramassé les papiers et a commencé à parcourir la première page. Ses yeux se sont soudainement écarquillés d'une horreur absolue et terrifiante. « Tu dissous entièrement Caldwell Enterprises. » Émilie a bruyamment haleté, couvrant sa bouche avec sa main. « Tu la fermes complètement. » « Entièrement. » J'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux. C'est exact. Mon père avait l'air de pouvoir exploser sur place dans la salle de conseil. « Pourquoi diable ferais-tu ça? Tu viens de payer des millions de dollars pour l'infrastructure. Tu pourrais la reconstruire. » Je me suis penché en avant, ma voix incroyablement calme et complètement dépourvue de pitié. Parce que je n'ai absolument pas besoin de Caldwell Enterprises, Richard. Je n'en ai jamais eu besoin. Mon logiciel était la seule chose qui la maintenait en vie. Mais je veux une chose spécifique et très précieuse de cet accord. J'ai pointé directement une seule clause juridique, en gras, à la toute dernière page du contrat. Mon père a lentement suivi mon doigt et son souffle s'est audiblement coupé dans sa gorge. Émilie a violemment arraché le document de ses mains et l'a lu à haute voix, sa voix tremblant lourdement d'une incrédulité absolue. Tous les droits légaux restants sur le nom de l'entreprise Caldwell, tous les brevets physiques existants et toute la propriété intellectuelle historique seront définitivement absorbés par Nova Systems et définitivement retirés de l'usage commercial. Elle a levé les yeux vers moi, absolument furieuse, des larmes de pure rage se formant dans ses yeux. Tu n'achètes pas seulement l'entreprise, tu l'effaces littéralement de l'existence. J'ai rencontré son regard furieux sans vaciller une seule seconde. Oui, c'est ce que je fais. Caldwell Enterprises n'existerait légalement plus jamais. Le nom historique ne serait jamais reconstruit. L'entité corporative ne serait jamais ressuscitée de ses cendres. Elle disparaîtrait simplement tranquillement dans le vide absolu, tout comme ils avaient agressivement essayé de me faire disparaître dans le sous-sol. Mon père a serré la mâchoire, ses yeux brûlant d'une haine intense. Tu fais juste ça pour te venger, Lucas. Tu détruis l'héritage de ta propre famille juste pour nous le faire payer. Non, les jeux corrigés, ma voix complètement neutre. Je fais ça parce que certaines choses complètement toxiques méritent vraiment de mourir. J'ai repris les documents, j'ai repris le stylo, et cette fois j'ai signé mon nom agressivement sur la ligne pointillée. Et juste comme ça, d'un simple trait de plume, tout était entièrement terminé. L'ère Caldwell était complètement révolue, rayée de la carte. Et à sa place massive, Nova Systems s'est envolé, sans plus aucune concurrence de l'empire raté et arrogant de mon père. 3 mois s'étaient rapidement écoulés depuis le jour où j'ai légalement et définitivement effacé Caldwell Enterprises de l'existence. 3 mois depuis que j'ai agressivement signé ce document juridique final contraignant garantissant que le nom toxique de l'entreprise ne renaîtrait absolument jamais. 3 mois depuis que mon père et ma sœur sont sortis silencieusement de cette immense salle de conseil sans absolument rien à leur nom. Et pourtant, pour la toute première fois depuis que tout ce cauchemar a commencé il y a des années, j'ai ressenti un sentiment de paix profond et incroyable. Nova Systems prospérait au-delà de mes projections les plus folles et les plus optimistes. Sans la menace constante et ennuyeuse de la concurrence de Caldwell Enterprises, nous nous étions développés agressivement à travers le globe, sécurisant activement chaque client majeur qui avait autrefois été la fierté et la joie absolue de mon père. Notre chiffre d'affaires annuel a atteint 500 millions de dollars. Notre domination du marché s'élevait à un stupéfiant 62%. Mon statut de leader incontesté de toute l'industrie de la logistique était gravé dans la pierre. Mais les chiffres massifs sur le compte en banque n'étaient pas ce qui me satisfaisait le plus. Ce qui me satisfaisait vraiment, c'était de franchir les immenses portes vitrées de mon bureau d'entreprise chaque matin et de voir physiquement une entreprise entièrement construite sur le mérite. De voir des employés brillants et travailleurs qui ont été embauchés strictement en raison de leurs compétences incroyables, et non à cause d'un népotisme toxique ou de liens familiaux. De voir un empire massif que j'avais personnellement bâti à partir de rien sans jamais avoir eu besoin de l'approbation conditionnelle de ma famille toxique. Mais autant je voulais désespérément avancer dans ma vie, autant le sombre passé avait une drôle de façon de s'attarder, surtout quand le courrier arrivait. J'ai reçu une épaisse enveloppe un après-midi. Il n'y avait pas d'adresse de retour,
juste mon nom écrit d'une écriture tremblante très familière. Je l'ai ouverte et à l'intérieur se trouvait une seule brève note de mon père. Lucas, je n'attends absolument pas ton pardon pour ce que nous t'avons fait. Je sais que j'ai détruit notre famille, mais j'espère vraiment qu'un jour, quand tu seras plus âgé, tu comprendras enfin les pressions que je subissais. Papa. Je suis resté dans mon bureau à regarder ce morceau de papier pathétique et lourdement manipulateur pendant un long moment silencieux. C'était exactement le même comportement toxique, déviant le blâme, prétendant que sa cruauté brutale n'était qu'un symptôme de la pression de l'entreprise. Il ne me respectait toujours pas. Il était juste incroyablement désolé d'avoir perdu. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas appelé pour lui crier dessus. J'ai simplement marché jusqu'à la petite cheminée décorative dans le coin de mon immense bureau, j'ai allumé une allumette et j'ai jeté la lettre dans les flammes. Je suis resté là et je l'ai regardée brûler jusqu'à ce qu'elle ne soit plus que de la cendre grise. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu autre chose par la poste. C'est arrivé dans une enveloppe non marquée. Une simple et élégante carte couleur crème avec des lettres dorées épaisses. Le gala de charité annuel de la famille Caldwell. J'avais honnêtement complètement oublié. Chaque année, d'aussi loin que je puisse me souvenir, mes parents organisaient l'événement caritatif le plus exclusif de toute la ville. À l'époque où ils avaient encore une richesse massive et un pouvoir absolu, c'était l'événement social de la saison. Mais cette année, mon père ne l'organisait évidemment pas. L'événement avait été repris par le riche capital risqueur qui avait acheté l'immense manoir de mes parents lors de la vente aux enchères de la faillite. L'invitation n'était clairement rien de plus qu'une formalité de liste de diffusion générée. Nul doute que quiconque dirigeait l'événement maintenant n'avait absolument aucune idée de l'histoire massive et très destructrice entre moi et les Caldwell. C'était un pur accident que j'en ai même reçu une. Mais au lieu de jeter la carte coûteuse à la poubelle, j'ai pris une décision finale. J'allais y assister, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, non pas pour une vengeance mesquine et dramatique, mais pour mettre un terme à cette sombre histoire une bonne fois pour toutes, pour enfin fermer le livre. Le soir du gala, je suis arrivé à l'immense domaine dans ma voiture noire élégante. Je suis sorti vêtu d'un costume sur mesure, me tenant avec la confiance tranquille et inébranlable d'un homme qui n'avait absolument plus rien à prouver au monde. L'événement massif était tout aussi extravagant que dans mes souvenirs d'enfance. Des lustres scintillants pendaient des hauts plafonds. Une musique classique élégante flottait dans l'air, et une mère d'élite fortunée sirotait du champagne importé comme s'il contrôlait encore le monde entier. Sauf que cette fois, j'étais indéniablement la personne la plus puissante et la plus riche de toute la salle, et absolument tout le monde le savait. Des chuchotements étouffés me suivaient activement alors que je me dirigeais vers l'intérieur du grand hall. Est-ce que c'est Lucas Caldwell? Non, il n'utilise plus ce nom. Il dirige Nova Systems maintenant. N'a-t-il pas complètement détruit l'énorme entreprise de son père? J'ai complètement ignoré les bavardages. Je n'étais pas là pour impressionner les élites. J'étais là pour une chose spécifique. Et puis je les ai enfin vus. Mon père et ma sœur se tenaient maladroitement près du fond de la pièce, près des lourds rideaux de velours. Ils n'étaient plus le centre de l'attention absolue. Ils n'étaient pas agressivement entourés de puissants dirigeants d'entreprises discutant de transactions immobilières de plusieurs millions de dollars. Au lieu de cela, ils se tenaient entièrement à l'écart, une ombre pathétique et pâlissante de ce qu'ils étaient autrefois. Mon père avait l'air incroyablement petit. Sa présence autrefois tonitruante et imposante s'était complètement estompée, remplacée par quelque chose que je n'avais absolument jamais vu en lui auparavant. Un regret authentique et écrasant. Émilie, d'un autre côté, essayait désespérément de se tenir droite, portant une robe de créateur plus ancienne. Mais je pouvais facilement voir les énormes fissures dans son masque fragile. La façon dont ses doigts fins se serraient nerveusement autour de la tige fragile de son verre de champagne. La façon dont ses yeux se dardaient vers moi en pure panique, puis se détournaient rapidement. Pour la toute première fois de notre vie, c'était moi qui détenais tout le pouvoir, et ils le savaient tous les deux intimement. J'ai lentement marché vers eux, mes chaussures claquant sèchement contre le sol en marbre poli. Émilie s'est violemment raidie, ressemblant à un animal acculé. Mon père s'est lentement retourné et, pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose vaciller au fond de ses yeux fatigués. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas un profond ressentiment. C'était juste une défaite absolue et écrasante. « Lucas » a-t-il dit, sa voix incroyablement calme, presque un murmure. J'ai légèrement penché la tête. « Richard. »
Un long et lourd silence s'est agressivement étiré entre nous, noyant complètement la musique classique qui jouait en arrière-plan. Puis il a laissé échapper un long et lourd soupir. Je suppose que c'est le moment précis où tu te vantes bruyamment d'avoir gagné, a dit mon père, regardant le sol. J'ai légèrement souri. C'était un sourire sincère. Non, c'est le moment exact où je te dis enfin au revoir. Émilie a cligné des yeux, sa façade s'effondrant entièrement. Quoi ? Je ne suis pas venu ici ce soir pour vous jeter mon immense succès à la figure, ai-je poursuivi, ma voix calme et complètement dépourvue de toute malice. Je ne suis pas venu ici pour vous rappeler agressivement absolument tout ce que vous avez perdu à cause de votre propre arrogance. Parce que franchement, vos vies ne me concernent absolument plus. J'ai nonchalamment posé ma boisson coûteuse sur le plateau d'argent d'un serveur qui passait et j'ai rencontré les yeux fatigués de mon père une dernière fois. Pendant des années, j'ai passé chaque seconde de ma vie à essayer désespérément de gagner ton approbation, ai-je dit doucement mais fermement. Je me suis presque tué à essayer de te prouver violemment que j'étais assez bien pour être ton fils. Je pensais que si je sauvais l'entreprise, si je travaillais plus dur que tout le monde, tu m'aimerais enfin. J'ai expiré lentement, sentant un poids énorme se soulever de ma poitrine, mais je n'ai absolument plus besoin de ton amour. Je connais ma propre valeur. J'ai tourné mon regard entièrement vers Émilie. Elle avait l'air terrifiée. Et je ne te déteste pas, Émilie. Je ne l'ai sincèrement jamais fait. J'ai juste une profonde et véritable pitié pour toi. Son visage s'est crispé. Pitié de moi ? Oui, ai-je dit doucement. Parce que contrairement à toi, je n'ai jamais eu absolument besoin de voler le pouvoir de quelqu'un d'autre pour me sentir important. J'ai bâti mon propre empire à partir de rien. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, mais absolument aucun mot n'est sorti. Pour la première fois de sa vie bruyante et privilégiée, elle n'avait absolument rien à dire. Je leur ai jeté un dernier regard persistant. Puis je leur ai tourné le dos et je suis parti. Je ne suis pas parti par colère. Je ne suis pas parti par un besoin mesquin de vengeance. Je suis parti parce que pour la toute première fois de ma vie, j'étais complètement et indéniablement libre de leur chaîne toxique. J'ai quitté le gala massif sans jamais regarder par-dessus mon épaule. Je suis sorti dans l'air frais de la nuit, je suis monté dans ma voiture qui m'attendait et j'ai dit à mon chauffeur de me ramener à la maison. Je retournais à une entreprise massive, un héritage puissant et un avenir brillant qui était complètement et entièrement le mien. J'ai regardé par la fenêtre les lumières de la ville qui défilaient, et j'ai souri parce que ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était juste le magnifique début. Si vous écoutez ceci en ce moment et que vous vous battez constamment et désespérément pour le respect de base de membres de votre famille toxique qui ne vous voient que comme un outil à utiliser, écoutez-moi bien. Vous ne pouvez absolument pas guérir dans le même environnement qui vous a brisé. Votre valeur n'est pas définie par leur incapacité à la voir. Parfois, la chose la plus forte et la plus puissante que vous puissiez faire est de rassembler votre génie, de franchir la porte et de les laisser s'effondrer sous le poids de leur propre arrogance. Avez-vous déjà fait face à une trahison écrasante similaire avec votre propre famille? Êtes-vous resté et vous êtes-vous battu, ou êtes-vous parti et avez-vous construit votre propre empire? Partagez votre histoire personnelle dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne absolument pas manquer le prochain voyage. Restez fort.